Donc, bienvenue, bonjour et bienvenue à ce webinaire, donc télétravail et dialogue social, quelle perspective? Alors, l'objectif du webinaire, c'est en fait de faire le point sur la pratique du télétravail et son évolution dans les prochains mois, sachant que nous poussons à un encadrement du télétravail par des accords d'entreprise. Ensuite, le deuxième point, c'est d'identifier les enjeux majeurs de la négociation. Le troisième objectif, c'est d'identifier des éléments à négocier en vue d'améliorer les accords de télétravail. Donc là, on se base pour cela sur une étude de 125 accords que nous avons réalisés. Et enfin, une partie un petit peu plus générale sur des conseils un peu globaux sur la négociation. Et on voulait également vous préciser que dans le cadre de ce webinaire, en fait, nous allons vous proposer 2 sondages. On vous invite à y répondre au fur et à mesure, assez rapidement, pour qu'on puisse après éventuellement discuter les résultats avec vous. Voilà, donc on va démarrer. Alors normalement, le support doit se lancer et vous devez voir sur votre écran le support de la présentation. Voilà, c'est parfait. Donc on va commencer par la première partie. Donc comme je vous le disais, on va revenir dans un premier point sur la pratique du télétravail et son évolution à venir. Donc voilà, on avance. Voilà. Donc, la réalité, en fait, de la pratique du télétravail, c'est la suivante. C'est qu'on part d'une situation où la pratique du télétravail était marginale avant le confinement. Le télétravail concernait, dans les statistiques de la DARES, en 2017, 3% des salariés donc, qui effectuaient du télétravail régulier, c'est-à-dire au moins un jour par semaine. Donc, 3% des salariés. Mais le nombre de salariés qui étaient couverts par un accord de télétravail était bien moindre, puisque c'était seulement 25% de ces salariés. Alors, de fait, la pratique du télétravail était un peu plus large, puisque si on inclut également ceux qui faisaient quelques demi-journées ou journées par mois, on pouvait monter à 7%. Donc, on a bien eu, au cours des derniers mois, un phénomène vraiment radical, avec une mobilisation du télétravail dans un premier temps à l'occasion des mouvements de grève de décembre et surtout avec l'épidémie de Covid-19. Et donc la pratique du télétravail était montée à 25% des salariés en mai. Depuis, on assiste à un mouvement de recul. Après le confinement, la pratique du télétravail décline. Elle est passée à 17% des salariés en juin, puis 10% en juillet, et également 10% en août. Donc, c'est les derniers chiffres qui sont sortis il y a 2 jours. Donc 10%, vous voyez que finalement, on n'est pas très loin des 7% de salariés qui faisaient du télétravail occasionnel en 2017. Et ce n'est pas ce qu'on observe. Dans d'autres pays, comme en Grande-Bretagne par exemple, après le confinement, le télétravail a peu reculé. Donc, on pourrait se poser la question de savoir si finalement le confinement a été juste une parenthèse et qu'on va revenir à la situation antérieure. Nous pensons que non et on voit, nous, plusieurs facteurs d'explication. Pour l'heure, effectivement, les entreprises ne s'empressent pas de conclure des accords. Il y a 3 éléments qui permettent de l'expliquer. Tout d'abord, un facteur organisationnel. Les entreprises ont dû gérer le déconfinement, le retour sur site, les congés, le chômage partiel, donc ça fait beaucoup d'éléments et donc tout simplement trouver la place pour ouvrir des négociations dans cette période, ça a été un peu compliqué. Deuxième élément qui peut jouer, c'est l'incertitude du cadre juridique. Les partenaires sociaux ont commencé à discuter à la fin du printemps d'un éventuel diagnostic paritaire, avec la question de savoir si on allait ensuite vers une négociation ou non. Finalement, là aussi on l'a su cette semaine, oui, il va y avoir une négociation avec peut-être, à l'issue de celle-ci, un accord national interprofessionnel.
Donc ça ne plaide pas en fait pour que les entreprises se précipitent dans la mesure où le cadre juridique n'est pas stabilisé. Troisième élément, un besoin de temps, puisque quand on négocie le télétravail, eh bien, la particularité de cette période, c'est qu'on le fait après une période de confinement où les choses se sont quand même plus ou moins bien passées. Donc il y a des retours d'expérience à mener, des bilans à faire. Et donc si on le fait sérieusement, ben, ça prend un peu de temps. Ensuite, un projet d'accord de télétravail, souvent il est mené en lien avec des projets immobiliers, des réaménagements de bureaux, etc. Donc ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain, parce que ça concerne l'organisation de l'entreprise. Et autre élément, c'est qu'il peut y avoir une négociation de télétravail qui soit incluse dans une négociation QVT ou une négociation temps de travail. Et du coup, ce sont des sujets d'ampleur. Et donc, tout ça, voilà, prend du temps. Toutefois, nous, ce qu'on observe, c'est sur les mois de septembre et octobre, la planification d'un nombre croissant de négociations. Donc, on pense que les accords vont augmenter. Plusieurs éléments nous incitent à le penser. C'est qu'on a d'abord la reprise des contaminations au Covid-19 et les incertitudes au niveau sanitaire. Le ministre de la Santé a appelé à renforcer le télétravail cette semaine. Ensuite, il existe un mouvement général de développement du télétravail dans les autres pays. Et donc ça, il est évident que la France ne pourra pas rester à l'écart dans des entreprises, en particulier dans des entreprises multinationales où il y a plusieurs sites. Ce serait un peu difficile d'envisager que seul en France, on ne fait pas de télétravail. Or, le télétravail, il a potentiellement des effets positifs et des effets négatifs. Et donc, nous, c'est pour cette raison que l'on pense qu'il vaut mieux l'encadrer plutôt que de régler le sujet de façon informelle entre le manager et les salariés, parce que là, c'est le meilleur moyen pour que les effets négatifs l'emportent. Post-confinement, on voit également un renforcement des facteurs qui poussent à l'augmentation du télétravail. Donc, on a côté employeur, on en a parlé, une recherche d'économie, notamment sur l'immobilier, le fonctionnement et l'entretien des locaux, les consommables, mais également la recherche d'une performance accrue de l'entreprise à travers une meilleure efficience organisationnelle. Et côté salarié, on a la recherche d'un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, principalement à travers la réduction des temps de transport. Nous, ce que l'on a constaté dans l'étude que l'on a réalisée, sur laquelle on reviendra un peu plus en détail tout à l'heure, c'est le fait que les accords justifient le plus souvent la mise en place du télétravail par l'intérêt des salariés. On pense que la négociation va progresser de deux manières. Première manière, on a de nombreuses entreprises qui sont dépourvues d'accords, qui vont en conclure. Et deuxième manière, c'est les entreprises qui sont déjà couvertes par un accord, qui souhaiteront l'adapter et dépasser certaines lacunes qui ont été révélées par le confinement. Donc on s'attend bien à une augmentation dans les prochains mois de la négociation sur le sujet du télétravail et du nombre d'accords. Donc je laisse maintenant la parole à Christelle pour la deuxième partie sur les enjeux majeurs de la négociation. Alors, merci à vous d'être connectés et d'être avec nous ce matin. Afin de pouvoir vous permettre d'identifier les enjeux majeurs de la négociation, ce qu'on voulait vous proposer déjà, c'était de vous outiller sur la manière dont recueillir l'avis des salariés sur l'expérience qu'ils viennent de vivre, à savoir un télétravail en période de confinement. Donc, on vous fera un petit sondage tout à l'heure pour voir si vous avez déjà eu l'occasion, vous, dans votre entreprise, de mettre en place ce type de retour d'expérience. Les objectifs, en tout cas, d'un tel retour d'expérience, c'est déjà de permettre à vos collègues de s'exprimer. Ils viennent quand même de vivre des circonstances assez exceptionnelles et ils ont pas mal de choses à dire sur cette période. Ça vous permet aussi d'avoir une vision claire des éléments que vous pouvez négocier, que vous devez négocier, ce qui est le plus important pour vos collègues que vous représentez. Et puis, ça vous donne aussi encore un peu plus de poids au niveau de vos revendications, puisque ça vous donne une représentativité d'autant plus importante que vous avez eu des résultats nombreux au sondage que vous avez pu dispenser. Donc, par rapport au thème, on vous propose deux types de thèmes. Tout d'abord, des thèmes pour les managers qui sont liés à leur opinion sur la pratique du télétravail par leurs équipes. Donc, par exemple, quel est le pourcentage de l'activité de leurs équipes qui se prête au télétravail? Quels sont les
de métiers à contrario pour lesquels ça va être plus difficile à mettre en place. Et puis aussi des questions sur leur métier à eux, du management à distance. Comment est-ce qu'ils l'ont pratiqué? Est-ce qu'ils étaient prêts? Quels outils ont pu leur manquer? Est-ce que ça a pu générer ou pas pour une surcharge de travail? On verra ça dans les premiers retours qu'on va vous faire après. Ensuite, des questions que cette fois-ci on adresse à l'ensemble de la population, des questions qui touchent à leur situation personnelle, parce qu'on a vécu une période particulière où vous avez certains salariés qui sont retrouvés confinés avec leurs enfants. Et ça, d'ailleurs, dans les sondages que nous, on a l'occasion de passer, quand on pose la question de savoir si les personnes avec lesquelles les gens étaient confinés ont été une source de dégradation des conditions de travail, on a plutôt des taux de réponse autour de 30% seulement oui à cette question. Et puis, quand on est face à des personnes qui étaient confinées avec des enfants d'un âge inférieur au collègue, là, on peut monter au collège. Pardon, pas aux collègues. Là, on peut monter sur des taux qui vont jusqu'à 80% de réponses positives. D'où l'intérêt de poser cette question, parce que ça permet de réinterpréter ensuite toutes les autres réponses qui peuvent être faites à la suite des questions. Donc, des questions aussi sur l'adéquation entre le domicile et le télétravail, les relations avec leurs managers et leurs collègues, etc. Je ne vais pas vous lister tous les thèmes de la slide. De toute façon, vous pouvez retrouver nos supports ensuite sur le site Internet. Et donc, le petit sondage qu'on voulait voir avec vous, c'est est-ce que dans votre entreprise, un tel type de retour d'expérience a déjà été organisé? Vous avez 5 modalités de réponse. Non, ça n'a pas été organisé, ce n'est pas prévu. Non, mais cela sera organisé dans la période qui vient. Oui, ça a été organisé à l'initiative des représentants du personnel, ou alors à l'initiative de la direction, ou alors conjointement entre représentants du personnel et direction. On vous laisse 5 petites minutes pour répondre à ce sondage. Et ce que je vous propose maintenant dans l'intervalle, c'est de vous présenter les principaux résultats que nous, on a pu avoir chez les entreprises clientes auprès desquelles on a réalisé ce type de retour d'expérience. Donc, premier renseignement, c'est un véritable plébiscite du télétravail, dans des pourcentages vraiment importants. On ne va pas dire que cette période a été idéale, elle a vraiment pu, pour certains salariés, avoir des aspects compliqués, mais pour autant, les salariés ont fait la part des choses entre, je vous l'ai dit, la difficulté d'être confiné avec des enfants, l'anxiété aussi qui était liée à cette période quand même très particulière, et le télétravail en lui-même. C'était pas facile de faire la part des choses, mais la plupart l'ont fait. Et donc la plupart, et quand je dis la plupart, c'est au-delà de 80%, souhaitent continuer le télétravail et dans des proportions tout de même assez importantes, puisqu'on est dans la réponse majoritaire, c'est à chaque fois 2 jours et plus de télétravail par semaine. Pour autant, ils ne souhaitent pas un télétravail à 100%, on en reparlera, et ils veulent quelque chose de plus équilibré que ce qu'ils ont pu vivre dans la période de confinement. Ce qui est évoqué aussi, c'est un changement dans les mentalités. Antoine a eu l'occasion de vous le dire, il y avait seulement un tout petit pourcentage de salariés qui pratiquaient le télétravail avant le confinement. Et là, on a eu jusqu'à 1/4 des salariés qui pratiquaient le télétravail. Et donc, on a vraiment pu voir dans les entreprises une évolution des mentalités. Et pour beaucoup de directions, alors que le télétravail n'était pas forcément quelque chose de possible dans leur entreprise avant le confinement, c'est devenu un sujet qu'il est possible d'évoquer et vers lequel maintenant elles souhaitent aller. Les avantages les plus cités pour le télétravail, loin devant, c'est le gain lié au temps de transport. Temps de transport économisé qui est généralement utilisé pour tout simplement rallonger ses temps de sommeil. Ça peut vous paraître anecdotique, mais c'est quand même une réponse qui est régulièrement citée. Pour aussi davantage s'occuper de ses enfants ou même pratiquer du sport. Donc, c'est vraiment utilisé pour du temps de repos. Ça a pu être aussi utilisé, hélas, pour certaines personnes qui ont été confinées avec des jeunes enfants pour travailler plus tôt le matin, plus tard le soir et dégager du temps en journée pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Deuxième avantage principal, c'est la possibilité de pouvoir davantage se concentrer quand on est à domicile, parce qu'on est moins dérangé par les collègues, par le manager d'une manière générale, et que donc on peut être plus disponible pour des activités qui demandent à se concentrer sur des données, par exemple le traitement de fichiers Excel, et aussi ce qui est mis en avant, c'est tout ce qui est rédaction de présentation et rédaction en général. La capacité de pouvoir organiser de manière plus autonome son temps de travail, et puis un meilleur équilibre d'une manière générale entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, je vous l'ai dit, la situation n'était pas toute rose, notamment parce que vous avez tous ces salariés qui se sont retrouvés pour la plupart du jour au lendemain en télétravail, ainsi que leurs managers, et sans que la situation ait été forcément préparée. Alors, côté management, ce qui a pu être mis en évidence, c'est un accroissement de la charge de travail lié au fait de devoir interagir à distance avec ses collaborateurs et au fait d'animer un collectif de travail à distance. Côté collaborateurs, pour certains, j'ai mis pour certains parce que dans l'ensemble de nos études, c'est quand même pas la majorité. Mais en fonction des entreprises, ça varie entre 15% et 30% des collaborateurs. Pour certains, l'impression qu'ils ont été davantage surveillés que ce qui a pu être le cas, que ce qui peut être le cas quand ils sont au bureau. Et c'est vrai que je pense qu'il y a certains managers qui sont retrouvés démunis
et qui ont donc essayé de compenser par une surveillance accrue de leurs collaborateurs pour continuer à savoir ce qu'ils pratiquaient comme activité au quotidien à leur domicile. Et puis, pour aussi une partie d'entre eux, le regret que les attentes managériales n'aient pas été ajustées au contexte, notamment en termes de délai, d'objectifs ou de tenue de budget. Donc, ce premier point sur le management, il est quand même aussi très lié à la période de confinement qu'on a vécue, au contexte de pandémie. En revanche, les 3 points qui suivent, c'est à mon avis des enseignements à tirer du télétravail en général. Premier point, c'est les collectifs de travail qui ont quand même beaucoup souffert de cette période. Il faut savoir que tout ce qui était temps formel de réunion a pu continuer. Au lieu que ce soit des réunions physiques, ça a été des réunions distancielles, soit, mais avec des ordres du jour précis, avec une progression possible dans le travail collectif. Tout ce qui était formel, les réunions Teams, ça a bien eu lieu et ça a plutôt bien fonctionné. Ce dont ont souffert les collectifs de travail, c'est tout ce qui est la perte du lien informel. C'est tout ce qui est lié au fait que vous soyez physiquement avec les autres au niveau des bureaux et que vous pouvez les croiser, échanger avec eux, discuter avec eux sans avoir eu besoin d'organiser quelque chose. Évidemment, c'est la machine à café, c'est le self, c'est le fait de prendre des temps de pause éventuellement en extérieur devant l'entreprise. Et en fait, la perte de ce lien informel, je pense qu'elle n'est pas si anecdotique que ça. Alors, je pourrais vous en parler trop longtemps, plus longtemps que le temps qu'on a imparti ce matin, mais je vais vous donner que quelques petits exemples. Par exemple, quand les gens sont dans des réunions officielles, ils sont figés un peu sur leur posture en tant que représentants de leur fonction. Un tel est responsable marketing, directeur financier, directeur des achats, responsable de production. Et quand on incarne comme ça une fonction, on peut avoir des propos, on peut avoir un positionnement qui est plus figé que celui qu'on peut avoir de manière informelle quand on discute avec un collègue à la machine à café ou à bâton rompu au détour d'un couloir. Et du coup, ça peut donner des postures plus figées qui ne sont plus assouplies par cette communication informelle. De la même manière, il y a un certain nombre d'informations que vous obtenez par hasard parce que vous tombez sur un collègue, vous entendez une discussion à la machine à café que là, vous n'obtenez plus. Et puis aussi au niveau de l'entraide, les collègues sont plus facilement dans l'entraide avec vous et vice-versa, que vous avez pu créer un lien informel, que vous avez pu avoir l'occasion aussi de parler de la pluie et du beau temps à d'autres moments. Bon, j'arrête là des exemples, mais voilà, c'est pour vous dire que ça, c'est un enjeu majeur des négociations de télétravail, c'est comment, même en développement de télétravail, je continue d'animer ces collectifs à la fois sur des réunions formelles, mais aussi sur tout ce qui est lien informel. Et puis, dernier point, c'est que les salariés interviewés, on peut décrire leurs difficultés à se déconnecter dans cette période de télétravail à domicile, à se déconnecter parce que quand on travaille physiquement au bureau, quand on part à telle heure, on ferme la porte du bureau et on pense à autre chose. En tout cas pour la grande majeure partie des salariés, alors que quand on est à son domicile, le PC est toujours là, pour peu qu'on n'ait pas forcément une pièce spéciale pour télétravailler, il est toujours là, y compris dans le lieu de vie, quelque part il vous appelle, et c'est plus compliqué de faire la différence entre ce qui a trait à la vie professionnelle et ce qui a trait à la vie personnelle. Voilà, je suis désolée, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est de faire un petit retour sur les résultats du sondage. Je crois par contre que nous, on n'a pas la main. Je ne sais pas si Jean-Mathieu, tu peux faire un petit retour sur les résultats du sondage. Ou sinon, on les verra en fin de présentation. D'accord, merci beaucoup. Je vais maintenant redonner la parole à Antoine sur les éléments principaux à négocier. Merci. Donc là, on va se baser en fait sur l'étude que l'on a réalisée donc sur 125 accords de télétravail pour identifier les éléments à améliorer dans les accords. Donc, par rapport à ce qu'on a, nous, pu voir, on pense qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être améliorées. Donc, notre étude, elle a comporté en fait 9 rubriques. Donc, on a un peu divisé en fait les accords de télétravail pour les analyser en fonction de ces rubriques. Ensuite, on a essayé de mélanger des secteurs d'activité. Donc, on a 10 secteurs d'activité et 4 tailles d'entreprise pour avoir quand même une diversité. Et donc, on a fait une première analyse qualitative et ensuite une analyse quantitative à partir de 130 modalités. Donc là, on verra tout à l'heure les références si ce travail vous intéresse. Donc,
un des premiers points qu'on peut améliorer, c'est mieux définir le fonctionnement du télétravail en période de circonstances exceptionnelles. Ce qu'on a pu voir dans l'étude, c'est que la plupart des accords abordent la question des circonstances exceptionnelles en une ou quelques lignes. Et il nous semble que ce sujet doit être un peu précisé. Notamment, on doit distinguer le télétravail en période normale, où là, c'est l'application des règles de l'accord, et le télétravail en période de circonstances exceptionnelles. Comme on a pu le voir au moment du confinement, le télétravail, dans ce cas-là, s'impose et concerne plus largement des salariés de l'entreprise que habituellement en télétravail normal où on a des critères d'éligibilité. Ensuite, il nous semble qu'il est important de mieux définir les circonstances exceptionnelles dans l'accord, et tout simplement de les définir. Si certaines de ces circonstances s'imposent à l'entreprise, comme on l'a vu là avec la pandémie, ou des conditions climatiques extrêmes, ou des grèves, d'autres, en revanche, pourraient relever de sa responsabilité sociale et environnementale. Par exemple, une entreprise pourrait dire qu'il y a des circonstances exceptionnelles quand il y a un épisode de pollution et pourrait décider que ses salariés restent en télétravail. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent se discuter et en tout cas, nous, ce qu'on recommande, c'est de lister ces différentes possibilités, essayer de les envisager pour qu'il y ait le moins de surprises possible. Et donc, ça implique ensuite de prendre en compte la différence entre télétravail exceptionnel et télétravail normal. Ça peut jouer sur un certain nombre d'éléments, notamment, on en a un peu parlé, au niveau de l'éligibilité. Au niveau de l'éligibilité, si on est en situation exceptionnelle, on a plus de salariés qui vont faire du télétravail que si on est en situation de télétravail normal. Ensuite, au niveau de l'indemnisation des frais liés au télétravail. En télétravail normal, si on fait 1 ou 2 jours de télétravail par semaine, et en situation exceptionnelle, si on en fait 5, on ne doit pas être indemnisé de la même manière, car pour le salarié, les coûts ne sont pas les mêmes. Au niveau des moyens mis à disposition également, on peut tout à fait, en période exceptionnelle, vouloir on peut devoir passer chercher son imprimante au bureau ou un écran plus grand ou je ne sais quoi, qu'on ne fera pas forcément en situation de télétravail normal. Et également, on peut avoir aussi, selon les situations, une adaptation de la charge de travail. Parce que les situations de télétravail, en situation exceptionnelle, ne sont pas forcément celles du télétravail normal, et donc ça peut être parfois un peu compliqué. Donc ça, il faut pouvoir en discuter, et il faut pouvoir prévoir une adaptation de la charge de travail. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je laisse la parole à Christelle. Donc, le deuxième point, c'est de réfléchir à l'assouplissement des critères d'éligibilité. Quand on a fait notre étude avec Antoine, on a pu se rendre compte que dans la majorité des accords, 55% étaient par exemple exclus du télétravail les personnels qui étaient à temps partiel, c'est-à-dire qui travaillaient moins de 80%. Or là, donc, la raison qui était souvent invoquée, c'était ces gens-là sont déjà absents 1 jour par semaine du bureau, donc on ne va pas en plus leur donner des jours de télétravail qui vont faire qu'ils vont être encore un peu plus absents. Là, évidemment, on était dans une période où, pour ceux qui ont pratiqué le télétravail, ils étaient absents 100% du temps. Donc, cet argument semble déjà beaucoup moins fondé. Et on pense qu'il est nécessaire de renégocier ce critère et de permettre à des gens qui ont une activité partielle de pouvoir accéder au télétravail. De la même manière, vous avez ces fonctions qui sont exclues du télétravail pour lesquelles on peut tout à fait le comprendre. Des personnes qui font du travail posté, qui sont dépendantes de machines, d'infrastructures particulières. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres pour lesquelles certaines directions pouvaient penser avant le confinement que leur travail n'était pas adapté au télétravail. Par exemple, les gens qui font tout ce qui est gestion des appels clients, tout ce qui est accompagnement des utilisateurs, etc., service après-vente. Et on a pu se rendre compte qu'ils pouvaient tout à fait exercer leur métier de chez eux pendant cette période de confinement. Et du coup, si on étend les critères d'éligibilité au télétravail, se pose aussi la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme d'injustice sociale à ce que d'autres personnes, si de plus en plus de salariés ont recours au télétravail, une forme d'injustice pour ceux qui ne pourront vraiment pas avoir recours au télétravail. Et c'est une question qu'on voulait à nouveau vous poser à travers un nouveau sondage. Est-ce que vous pensez que le télétravail est un avantage pour les salariés qui peuvent le pratiquer? Et du coup, est-ce qu'il faut négocier une compensation?
Alors, n'hésitez pas à utiliser, pas répondre dans le chat, mais utiliser directement l'onglet sondage qui est prévu à cet effet pour votre réponse. Donc, 2 questions. Est-ce que vous pensez que le télétravail est à considérer comme un avantage? Et si oui, est-ce qu'il faut négocier une compensation pour les salariés qui ne peuvent pas le pratiquer? Soit pas de compensation, soit une compensation financière, soit un autre type de compensation. Autre item qu'il faut renégocier, à notre avis, dans les accords de télétravail, c'est d'augmenter, dans une juste mesure, la fréquence du télétravail. Dans notre étude, on a pu montrer que la moyenne pour les accords, c'était 1,6 jours de télétravail par semaine. Et pour ceux qui étaient sur une autre fréquence, une fréquence par exemple mensuelle, trimestrielle ou annuelle, si on ramenait ça sur un mois, c'était 3,5 jours par mois. Or là, je vous ai parlé tout à l'heure d'un plébiscite du télétravail. Et dans notre typologie de questions, ce que nous, on s'est permis de poser comme question maximum en termes de fréquence, c'était 2 jours et plus. Et en fait, à notre grande surprise, dans l'ensemble des entreprises dans lesquelles on a intervenu, c'est cette formule-là qui est choisie par les salariés, c'est 2 jours et plus. Donc, vous voyez qu'il y a une déconnexion entre ce qui avait été négocié avant la période de confinement et ce qui répondrait aujourd'hui aux besoins et aux souhaits des salariés. Et on peut ensuite estimer aussi que ce nombre de jours de télétravail va augmenter dans les accords, puisque les entreprises, peut-être même certaines entreprises qui, avant cette période, n'étaient pas trop, étaient un peu frileuses à développer le télétravail, aujourd'hui réalisent que si ça fonctionne, ça leur permet quand même de faire des économies substantielles, notamment à travers les coûts immobiliers, les charges, tout ce qui est consommation d'énergie, etc. Et on peut avoir certaines entreprises qui ont même tendance, je pense que vous avez tous entendu parler de Peugeot, à proposer 3,5 à 4 jours de télétravail par semaine. Et donc là, il y a vraiment quelque chose à vous à négocier sur le fait d'entendre que les salariés souhaitent plus de journées de télétravail et tout de même de garantir, tout à l'heure on l'a vu, qu'il n'y ait pas un délitement du lien social, que ces collectifs de travail soient conservés. Et aussi se pose la question, alors je vous invite à lire l'article de Jean-Emmanuel Ray, mais se pose la question de savoir si on ne risque pas d'aller même vers des directions qui voudraient 100% de télétravail, s'il n'y a pas un risque de mettre fin aux salariats, ou en tout cas un risque d'ubérisation, comme ce qu'on a pu voir dans le secteur de la presse, où finalement les journalistes titulaires, entre guillemets, sont de moins en moins nombreux, et on a de plus en plus comme ça de prestataires externes, de pigistes qui n'interviennent que pour faire quelques articles par mois. Autre sujet, c'est améliorer l'accompagnement des managers et des collaborateurs. C'est vraiment quelque chose qui était très peu évoqué dans les accords qu'on a pu analyser. Vous le voyez à droite, il y a seulement 34% des accords qui prévoyaient une formation au management à distance. Or, ça ne s'improvise pas, le management à distance. Ça nécessite quand même de s'appuyer sur certains outils particuliers. Et puis, ça exige aussi de repenser la manière dont je vais suivre le travail de mes collaborateurs, de trouver des critères qui ne sont pas des critères liés au présentiel, d'essayer d'évaluer de manière totalement objective la charge de travail, les performances, voilà, etc. Tout un tas de questions qu'il est nécessaire de se poser. Et je pense aussi qu'un des critères principaux, c'est de redonner du temps aux managers pour manager. C'est vrai qu'on a quand même eu un mouvement depuis quelques années de managers qui se retrouvent chargés de tâches administratives, de beaucoup de tâches de reporting, avec des équipes qui peuvent être de plus en plus conséquentes. Or, manager, ça prend du temps, d'autant plus manager à distance. Et puis, accompagner les collaborateurs, notamment en leur permettant de développer leur autonomie, en assurant les moyens efficaces d'un droit à la déconnexion. On voit trop d'accords où le droit à la déconnexion, c'est une volonté affichée par la direction, mais sans forcément de moyens concrets mis en place derrière. Et puis, sensibiliser aussi les collaborateurs aux bonnes pratiques ergonomiques lorsqu'ils sont en télétravail. Alors, je redonne la main à Antoine. Antoine, il y a ton micro qui est coupé. Pardon. Je disais, le dernier point, et qui est au cœur des discussions entre le patronat et les syndicats, c'est sur l'indemnisation des frais liés au télétravail. Alors, on a un principe qui est que les moyens du télétravail doivent être fournis par l'employeur. Donc ça, c'est fixé par l'ANI de 2005, et globalement, c'est assez bien respecté, ce qu'on a vu dans les accords en général. L'employeur fournit un téléphone, un PC. Bon, en gros, il y a les moyens pour télétravailler. En revanche, la question de la prise en charge des coûts liés à l'exercice du télétravail, elle est moins claire. Et on a sur cette question un flou juridique, puisqu'on avait normalement l'ANI de 2005 qui affirmait une obligation de prise en charge des coûts, qui avait été rappelée par la Cour de cassation, mais
cette question est absente des ordonnances de septembre 2017. Du coup, on a un espèce de flou juridique dont la conséquence, c'est que, en fait, dans un grand nombre d'entreprises, les entreprises ne prévoient pas de prise en charge des frais dans leur accord. Et dans notre étude, c'est simplement 42% des cas qui prévoient une prise en charge des frais liés au télétravail, avec des formes complètement différentes, comme vous pouvez le voir, et des montants qui eux-mêmes sont très variables, puisque ça va, par exemple, sur une indemnité mensuelle entre 3 et 80 euros. C'est lié aussi à la fréquence, mais quand même, il y a un grand écart. Donc, au niveau juridique, ce qu'il faut à minima, c'est un principe clair d'indemnisation et préciser quel type de frais sont concernés. Et ensuite, on laisse les entreprises négocier les modalités de l'indemnisation. Mais au moins, déjà, si on précise quel type de frais sont concernés, ça donne une base de discussion. Donc, ce que l'on recommande, nous, c'est au niveau des accords que cette indemnisation soit améliorée et soit mieux explicitée. Enfin, dernier point, pour terminer cette présentation, c'est revenir un peu sur les conditions de la négociation. Donc, vous donner quelques conseils un peu généraux. Alors, le premier conseil qu'on peut donner, c'est de prendre le temps nécessaire du retour d'expérience et du bilan partagé. Dans l'étude, nous, ce qu'on préconisait, c'était une période de test de l'accord. Alors là, on peut dire d'une certaine manière qu'avec le confinement, cette période de test, elle a été faite, alors avec, encore une fois, tous les inconvénients qu'il y a pu y avoir. Et justement, c'est pour cette raison-là qu'il faut faire un retour d'expérience et rediscuter de cette période. Deuxième conseil, c'est de faire du télétravail un sujet de négociation à part entière. Comme on l'a dit, il y a dans le télétravail des aspects positifs, des aspects négatifs. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, attention à ne pas le sous-estimer et à en faire une partie d'une négociation QVT ou temps de travail qui soit du coup un peu tronquée sur le sujet du télétravail. On peut tout à fait envisager de négocier le télétravail dans un accord plus global de QVT ou de temps de travail, mais il faut vraiment parler de l'ensemble des sujets de télétravail. C'est ça, en fait, qui est important. Troisième point, c'est d'assurer les conditions du volontariat des salariés. Comme on l'a vu, la préférence pour le télétravail, elle n'est pas reproductible d'un salarié à l'autre. Certains vont vouloir faire plus de télétravail que d'autres. D'autres vont ne pas vouloir faire du tout de télétravail. Et cette préférence, elle n'est pas nécessairement stable dans le temps pour un même salarié. On peut très bien avoir un changement familial, un changement de lieu d'habitation, et du coup des situations qui se prêtaient au télétravail, qui après ne s'y prêtent plus. Donc il faut que le salarié puisse revenir en arrière. S'il ne souhaite plus faire de télétravail, il faut que ce soit possible. Quatrième point, c'est d'assurer les conditions de la réversibilité du télétravail. Une entreprise, on a dit, elle ne fait du télétravail que si les effets positifs de celui-ci sont supérieurs à ses effets négatifs. Ce qui veut dire que, potentiellement, dans quelques temps, les effets négatifs pourraient aussi l'emporter. Ce n'est pas quelque chose de figé. Et donc, qu'un retour en arrière pourrait être envisagé. Mais dans ce cas-là, ça pose la question de la politique immobilière de l'entreprise aussi. Est-ce qu'on peut envisager un retour en arrière ? Donc nous, ce que l'on dit, c'est que sur ces points 3 et 4, volontariat des salariés et réversibilité du télétravail, il faut faire très attention aujourd'hui dans les accords de télétravail généralisé où on est à, par exemple, 4 jours par semaine. Parce que quand on est à 4 jours par semaine, ça veut dire que la surface de bureau ne sera plus la même. Donc la réversibilité et le volontariat des salariés, est-ce qu'on sera vraiment en mesure de le garantir? Donc ça, il faut absolument avoir ces points-là à l'esprit quand on négocie. Et donc, ça exige, d'une manière générale, un suivi rigoureux des accords
Et pour ça, ce qu'il faut, le mieux, c'est de prévoir des indicateurs précis. Donc nous, on en avait relevé, on a fait un patchwork en fait de tous les indicateurs pertinents qu'on pouvait relever dans les accords de télétravail, et une instance de suivi qui soit dotée de moyens adaptés, notamment en termes de réunion, de temps, voilà, de discussion, pour pouvoir discuter de ces sujets-là. Voilà, donc nous en avons fini avec la présentation. Ce que je peux maintenant vous conseiller, c'est vous renvoyer aux travaux qu'on a faits sur le sujet. Donc, il y a dans Le Monde de cette semaine une tribune qui reprend un peu certains de ces éléments sur les points d'amélioration des accords de télétravail. On a fait également donc, une publication de 8 pages qui reprend un peu les résultats de notre étude sur 125 accords d'entreprise, donc dans la lettre du CEP, que vous pouvez trouver donc, sur le site du groupe Alpha. Et on avait fait également un billet de blog sur le télétravail en confinement, que vous pouvez retrouver là sur notre blog Défricheurs du social. Voilà, donc toutes ces références vous sont indiquées, et le support de présentation, vous pouvez le trouver sur le site de CKFIP, vous pouvez le télécharger, comme ça a été indiqué tout à l'heure dans le chat. Donc je vois que vous êtes plusieurs à avoir posé des questions. Je vous propose maintenant qu'on puisse vous proposer des éléments de réponse. On n'a pas la science infuse, on ne détient aucune vérité, mais en tout cas éventuellement de pouvoir vous outiller pour y répondre. Je laisserai éventuellement Jean-Mathieu attirer notre attention sur certaines questions qu'on aurait vues, parce que c'est compliqué d'animer et de suivre en même temps le chat. Donc j'ai vu qu'il y avait une question sur la réversibilité du télétravail quand des mètres carrés ont été restitués. C'est une très bonne question. Ce que nous on propose quand on étudie ce genre de projet dans nos expertises, encore une fois c'est une proposition, c'est d'inciter les entreprises, ou en tout cas d'inciter les représentants du personnel à négocier, peu importe si l'entreprise avait décidé ou pas de le faire au début, des espaces de coworking. En fait, l'idée c'est de savoir pourquoi est-ce que les salariés souhaitent revenir au bureau et souhaiter ne plus télétravailler. Donc c'est les raisons principales. C'est le collectif de travail, les groupes de travail, notre solution n'y répond pas. Mais si la solution, c'est l'inadaptation du logement à la pratique du télétravail, de négocier des espaces de coworking, ça peut être la réponse, c'est-à-dire permettre à des salariés d'être dans des conditions de bureau traditionnelles, tout en ayant une entreprise qui a restitué des mètres carrés. J'ai vu aussi qu'il y avait des questions qui avaient été posées sur les accidents de travail. Donc effectivement, lorsqu'il est en télétravail, le salarié est exactement sur le même, et toujours avec le lien excusez-moi, j'ai du mal à exprimer, et toujours sous le lien de subordination avec son employeur, et donc est toujours concerné par la réglementation sur les accidents de travail, qu'il soit à son domicile, qu'il soit en déplacement clientèle, qu'il soit en trajet ou qu'il soit dans d'autres types d'interventions. Il n'a pas besoin d'être dans le périmètre de l'établissement. Et donc, si vous avez un accident domestique en télétravail pendant vos horaires de travail, c'est considéré comme un accident de travail, ça doit être déclaré comme tel. Sinon, je vois qu'il y a une question sur télétravail et garde d'enfants. Alors, elle n'est pas très précise. Simplement, ce que l'on peut dire, c'est que effectivement, c'est un vrai sujet, comme on a pu le voir en période de confinement. Avant le confinement, on a pu également, nous, analyser des accords où il était interdit en fait d'avoir des enfants au domicile. C'était un des critères en fait pour faire du télétravail, qu'il n'y ait pas d'enfants, qu'il y ait un mode de garde, que le salarié puisse prouver qu'il y avait un mode de garde, parce que sinon c'était pas possible de faire du télétravail. Alors on voit bien la difficulté sur ce sujet, c'est que effectivement d'une certaine manière c'est discriminant. Et d'un autre côté, c'est un peu protecteur aussi au niveau des conditions de travail, puisque nombreux salariés ont pu expérimenter cette situation où c'était compliqué de s'occuper des enfants et de travailler en même temps. Donc j'ai vu qu'il y avait des questions aussi sur RPS et télétravail.
Donc, de toute façon, les risques doivent être évalués dans le document unique d'évaluation des risques, tous les risques qui concernent les salariés, les risques au sein de l'établissement, c'est la même idée que pour les accidents de travail, hein, au sein de l'établissement, en déplacement en clientèle, etc. Et les lieux de télétravail sont aussi concernés par l'évaluation des risques. Donc, vous avez un document qui est très bien fait de l'INRS sur ce sujet. Je n'ai pas forcément le lien là que je peux vous indiquer tout de suite, mais si vous tapez INRS RPS télétravail, vous allez avoir toute une méthodologie qu'ils ont développée pour pouvoir analyser les risques psychosociaux présents au sein du domicile du salarié. Donc, vous pouvez avoir plusieurs stratégies en tant que représentant du personnel. Ce qu'on pense, nous, c'est qu'il ne faut plutôt pas trop axer sur les risques physiques qui sont liés à la dangerosité du domicile, parce que sinon, on peut tomber sur quelque chose de très procédurier, notamment le contrôle des installations électriques, etc. Les risques physiques, par contre, sur lesquels vous pouvez axer la négociation, à mon avis, c'est tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, douleurs musculaires, du fait de ne pas avoir un bon équipement, c'est-à-dire un bureau adéquat, une chaise de bureau adéquate, etc., pour pouvoir télétravailler. Et puis, évidemment, il y a toute la partie risque psychosocial, là, qui rentre, à mon avis, de plein droit dans vos attributions de représentants du personnel pour l'évaluation des risques et qui est lié, on l'a dit un peu tout à l'heure, notamment au délitement du lien social, à l'affaiblissement du collectif de travail, à cette relation managériale à distance. Et là, il y a beaucoup de choses à penser sur ce sujet-là, notamment pas seulement pour évaluer les risques, mais surtout pour mettre en place après toutes les mesures de prévention qui vont permettre d'y pallier. Il y avait une question également sur des exemples d'indicateurs de suivi. Alors, comme je vous l'ai dit, nous, on a fait un recensement exhaustif des indicateurs pertinents, donc ça sera un peu long. Je vais en donner juste quelques-uns. On les a classés un peu par catégorie. Donc, c'est des indicateurs qui peuvent concerner, par exemple, le nombre ou la part de télétravailleurs. Donc, typiquement, répartition par CSP, famille professionnelle, répartition par statut, femmes-hommes, répartition par âge, etc. Ça peut être également le nombre de demandes, ensuite, pour faire du télétravail. Donc là, plusieurs sous-indicateurs aussi. La gestion des demandes, raison des refus de demandes de télétravail, raison des acceptations, nombre de recours, contestation et résultats des recours, nombre de demandes qui n'ont pas obtenu de réponse dans le délai prévu, etc. Ensuite, sur le fonctionnement du télétravail lui-même, avec des problèmes ou difficultés d'adaptation rencontrés par les télétravailleurs ou les responsables hiérarchiques, réponses et solutions apportées à ces problèmes et difficultés, etc. etc. Voilà. Bon, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de choses qui peuvent être regardées et surtout des indicateurs qui tiennent au fonctionnement lui-même du télétravail et à ses éventuels obstacles. Voilà, donc c'est des choses qu'on vous incite vraiment à regarder. J'ai vu qu'il y avait aussi un commentaire qui était fait sur le diagnostic électrique. Ce qu'on peut vous dire, c'est que dans les accords d'entreprise dans lesquels il était imposé, il était toujours à la charge de l'employeur s'il était imposé. La situation qui est compliquée, c'est si on impose au télétravailleur le diagnostic électrique et qu'on lui demande de prendre en charge le règlement de ce diagnostic. Je suis désolée, il y a beaucoup de questions, c'est pas évident de toutes les saisir parce que le fil est assez dense. Alors, il y a une question récurrente pour les TPE sur est-ce qu'il faut un accord d'entreprise ou est-ce qu'il faut une charte d'entreprise? Moi, je ne saurais pas y répondre. Je ne sais pas si Antoine aurait une opinion sur le sujet. Là, on est vraiment dans de la stratégie de négociation. En fait, ça dépend aussi. Ça dépend s'il est possible de signer un accord. Sinon, à minima, ce qu'il peut y avoir, c'est effectivement une charte ou un règlement, en tout cas quelque chose qui fixe les principes de fonctionnement du télétravail. Voilà, à chaque fois, il faut éviter d'être dans les choses informelles et essayer de prévoir au maximum les différentes situations pour que les choses se passent bien. Au niveau de l'indemnisation des frais de repas, j'ai vu qu'il y a pas mal de questions sur ce sujet. C'est une question qui, à mon sens, n'est pas complètement réglée. L'esprit de la loi, en fait, c'est que les salariés en télétravail doivent bénéficier des mêmes avantages que les salariés qui seraient dans leur bureau. C'est vraiment le principe théorique. Après, c'est plus compliqué qu'on ne pense à faire respecter, notamment dans le cadre, par exemple, d'un restaurant d'entreprise. Il est compliqué. On peut considérer que c'est un avantage, le restaurant d'entreprise, pour les salariés qui sont au bureau. C'est quand même compliqué de maintenir cet avantage sous quelque forme que ce soit, si ce n'est une indemnisation
de maintenir cet avantage pour les salariés en télétravail. Et là-dessus, notamment tout ce qui était ordonnance du gouvernement Macron, sont venus un peu balayer ce qui avait été dit avant, notamment dans l'accord national interprofessionnel, hein, qui prévoyait que tous les frais du salarié liés à l'exercice de son travail au domicile soient indemnisés. Et cette obligation a été plus ou moins annulée. Pour ça aussi qu'on attendait pas mal de la négociation du nouvel accord national interprofessionnel. Par contre, sur les tickets restaurants, la situation est plus claire. À partir du moment où les salariés qui sont au bureau bénéficient de tickets restaurants, ben, comme ceux qui sont en télétravail doivent avoir les mêmes avantages, ils bénéficient des tickets restaurants. Et moi, pour les paniers repas, je ne vais pas avoir l'information parce qu'on a pu tout voir en fait dans les accords. Parfois, le panier repas est maintenu, parfois, il n'est pas maintenu. Je ne sais pas si Antoine a des précisions à apporter sur ce sujet. Non. Pour la question du retour d'expérience, donc vous avez une slide qui détaille les thèmes principaux que nous pensons qu'il faut aborder. Et sinon, après, vous pouvez nous recontacter. On a des questionnaires que nous, on propose d'administrer aux salariés quand on a ce type de mission dans les entreprises. Souvent, quand on a ce type de mission, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par administrer un questionnaire à l'ensemble des salariés, on fait un retour d'expérience, on analyse l'accord de télétravail précédent et on compare par rapport à d'autres études. Et ensuite, on part sur une stratégie de négociation. Alors, il y a une autre question. Que peut-on attendre de la négociation en cours entre les organisations syndicales et le patronat? Ça, c'est... On peut en attendre de fixer un peu mieux certains points au niveau réglementaire. Je parlais tout à l'heure des frais d'indemnisation du télétravail, puisque là, des coûts du télétravail, puisque là, on est quand même sur des choses qui sont pas très claires. Je ne sais plus s'il était également question de mettre un peu une borne aussi sur le risque que évoquait Christelle de fin du salariat, entre guillemets. C'est une vraie question quand même pour les entreprises qui s'engagent dans du télétravail total. On peut vraiment se demander après si les salariés acquièrent une autonomie, une grande autonomie, qu'ils vont quasiment plus jamais sur site. On peut se demander si la prochaine étape, ce sera effectivement pas de dire vous voyez, en réalité, ça ne sert plus à rien que vous soyez salarié puisque vous avez vous fonctionnez pareil que des travailleurs indépendants. Donc là, j'avais vu un document, mais je ne me rappelle plus si c'était le dernier, qui traitait de ça. Potentiellement, ça peut faire partie aussi des choses qui soient bornées par la discussion entre le patronat et les syndicats. On arrive à la fin de notre conférence. Merci à tous de nous avoir suivis. J'ai conscience qu'on n'a peut-être pas répondu à l'ensemble des questions. En tout cas, on a essayé de vous être le plus utile qu'on pouvait. Vous avez nos coordonnées ici sur la dernière slide, donc n'hésitez pas à nous contacter. À plusieurs reprises, le lien a été mis sur notre page internet spéciale sur le télétravail et n'hésitez pas encore une fois à le consulter. Et puis, on vit une période compliquée. Être représentant du personnel en cette période en entreprise, c'est quand même pas évident. Donc, j'essaie de vous envoyer des ondes positives et je vous souhaite beaucoup de courage. Merci.